C'est parti. Chers collègues, dans le cadre de la préparation de notre rapport sur l'adaptation des modes d'action de l'État dans les Outre-mer, nous auditionnons ce matin le contrôleur général Christian Nussbaum, chef de la mission Outre-mer à la Direction générale de la police nationale, DGPN, Madame Céline Personeni, commandante adjointe à la mission Outre-mer. Nous vous remercions de participer ce matin à cette audition. Vous avez été nommé en 2020 auprès du directeur général de la police nationale pour suivre les questions Outre-mer, ce qui vous donne le recul nécessaire pour juger des forces et faiblesses de l'action de l'État Outre-mer dans votre domaine. Votre nomination a coïncidé avec la création des directions territoriales de la police nationale Outre-mer. En 2022, la création d'une mission Outre-mer proprement dite auprès du DGPN a été formalisée. Vous pourrez en dresser le bilan ainsi qu'établir des points de comparaison avec l'organisation du commandement de la gendarmerie nationale Outre-mer. Nous avons en effet auditionné en janvier dernier le général Lionel Lavergne. Ce dernier a vanté l'existence d'une équipe France dans les Outre-mer sur le sujet régalien de la sécurité. Vous nous direz si vous partagez ce point de vue et comment aller plus loin le cas échéant. La délégation aux Outre-mer revient d'un déplacement à La Réunion où nos deux rapporteurs, Philippe Bas et Victorin Lurel, qui nous rejoindront en cours d'audition, ont pu rencontrer la quasi-totalité des acteurs de la sécurité et de la justice sur l'île. Je les laisserai vous interroger après votre exposé liminaire d'une dizaine de minutes, puis nos autres collègues interviendront s'ils le souhaitent. Notre sentiment général a été que ce territoire ultramarin a besoin d'adaptation des règles et des normes et n'était pas significatif dans le cadre de votre mission de police. Même si des ajustements sont toujours possibles, vous nous direz si sur d'autres territoires, votre constat est différent. Nous n'ignorons pas évidemment les immenses défis à relever, comme en Guyane ou à Mayotte. Donc je vous laisse la parole pour une dizaine ou une quinzaine de minutes, selon le temps que vous souhaitez pour exposer. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les sénateurs, je tiens tout d'abord à vous remercier au nom du directeur général de cette invitation qui va me permettre de vous expliquer le dispositif de la police nationale en Outre-mer qui, comme vous le savez, notamment pour ceux qui sont originaires de l'Outre-mer, ce dispositif de la police nationale a été profondément modifié depuis 2020. 2020 qui coïncide novembre 2020 avec la création au sein de la Direction générale de la police nationale par le directeur général actuel d'une mission Outre-mer qui est un petit peu l'équivalent, puisqu'on fait le comparatif avec nos amis gendarmes, du Ségom Gendarmerie. Voilà, donc je suis l'heureux premier titulaire de ce poste. Et donc je me suis attelé depuis 2020 à constituer une équipe qui est maintenant Place Beauvau et qui pilote un petit peu les départements ultramarins et notamment les 7 directions territoriales de la police nationale que vous évoquiez, qui ont été créées pour 3 d'entre elles au 1er janvier 2020, la Guyane, la Nouvelle-Calédonie et Mayotte. Et à l'issue d'un bilan qui a été fait, le directeur général a proposé au ministre l'extension du dispositif à l'ensemble des territoires ultramarins sur lesquels la police avait un dispositif. Donc en 1er janvier 2022, avec la création des 4 DTPN de Guadeloupe, Martinique, La Réunion et la Polynésie française, l'ensemble du dispositif ultramarin est maintenant en place. Voilà. Pour faire un petit focus quand même sur... c'est un projet qui n'a pas du tout été un projet expérimental. Il n'avait pas vocation à être lié au projet qui s'est mis en place en métropole au 1er janvier 2024. C'était peut-être une mise en place en avance de phase. Mais le sort de l'organisation ultramarine n'était pas lié, n'a jamais été lié à la mise en place ou non de la réforme en métropole. Je pense que c'est important, et ça a été important qu'on le fasse savoir aux collègues ultramarins
hein, que quoi qu'il arrivait en métropole, l'organisation qu'on allait mettre en place outre-mer allait perdurer. Voilà. Donc, ceci dit, voilà, donc le dispositif de la police nationale en outre-mer, c'est 6500 fonctionnaires. Hein, donc, c'est un petit peu plus que la gendarmerie. Alors, la particularité, c'est vrai qu'on a toujours tendance à dire que la police, effectivement, ne couvre pas beaucoup de territoire, puis je crois qu'en outre-mer, on couvre 1% du territoire. On a aussi 30% de la population. Mais on traite quand même 50% de la délinquance en fonction des items que l'on choisit, et notamment en outre-mer sur les items homicide volontaire, tentative d'homicide volontaire, vol avec violence de tout type. Il y a effectivement 50% des faits qui sont commis en zone police. Voilà. Donc d'où l'importance de notre dispositif et la volonté qu'a eu la direction générale depuis, ça remonte même avant 2020, hein, à consolider son dispositif ultramarin. Alors ça s'est concrétisé à la fois par des augmentations de moyens, des augmentations d'effectifs, hein. Donc je ne vais pas vous asséner des chiffres, hein, que je tiendrai à votre disposition, mais en gros, il y a 30% d'effectifs en plus depuis 2016 sur l'ensemble des territoires ultramarins, avec des pics sur certains territoires comme Mayotte, la Guyane, qui sont en difficulté, des pics à 50% d'augmentation, ce qui est énorme, hein, dans le contexte actuel. Voilà, donc il y a de gros efforts qui devaient être faits, qui ont été faits par la police nationale. Donc à la fois des efforts en termes de moyens, des efforts moyens humains, moyens matériels, je rentrerai dans le détail un petit peu tout à l'heure, et aussi donc cette nouvelle organisation qui s'est mise en place maintenant et qui donne entière satisfaction, hein, puisque les principaux objectifs de la réforme sont atteints en Outre-mer, objectifs qui étaient la création d'un poste de chef de police, hein, un vrai chef de police sur chaque territoire ultramarin, qui est désormais l'unique interlocuteur des partenaires, qu'ils soient judiciaires, autorités préfectorales ou des élus. Voilà. Donc ça, c'était important d'avoir sous une même autorité l'ensemble des forces de police, ce qui permet au directeur territorial de pouvoir adapter son dispositif comme il l'entend. Alors, cette gouvernance locale complètement modifiée n'est pas devenue pour autant indépendante, hein. L'autonomie n'est pas l'indépendance. Et donc la mission Outre-mer a vocation à contrôler justement et à veiller à ce que le dispositif dans chaque territoire soit bien utilisé à dessein. Voilà, hein, et dans l'intérêt général de l'ensemble du dispositif ultramarin et du territoire en particulier. Voilà, donc ça donne beaucoup de facilité, de souplesse au DTPN dans les gestions à la fois RH, hein, mais aussi budgétaires. Voilà. Donc tout ça, ce sont des choses qui ont permis d'obtenir des résultats, hein. On rentrera peut-être un petit peu dans le détail, hein, des bénéfices manifestes de la réforme en Outre-mer, mais je peux déjà en citer un. C'est concernant la police judiciaire, hein, qui est au centre de la réforme. La police judiciaire, et notamment la direction nationale de la police judiciaire, est maintenant impliquée sur l'ensemble des territoires ultramarins. Alors qu'avant la réforme, il y avait des unités de l'ex-DCPJ qu'en Guyane, en Martinique et en Guadeloupe. Voilà. Donc désormais, à La Réunion, en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, il existe un service de police judiciaire qui a vocation, petit à petit, à s'occuper un petit peu du haut du spectre. Voilà. Et la direction nationale de la police judiciaire, qui appréhende maintenant l'ensemble de la filière judiciaire, s'occupe de l'intégralité des territoires ultramarins. Voilà ce que je pouvais vous dire concernant ce qui a été fait depuis 2020. Après, concernant les moyens, pour rentrer peut-être un petit peu plus dans le détail, on a créé beaucoup de... Mais j'y rentrerai dans le détail quand on parlera des territoires, quand on fera un examen par territoire. On a créé des antennes au FAST, des antennes Ultime. On a créé des nouvelles unités sur beaucoup de territoires ultramarins. Concernant la délinquance outre-mer, c'est un vrai sujet pour la police nationale, hein, puisque le taux de criminalité,
y est dans la plupart des territoires beaucoup plus élevé qu'en métropole, hein, notamment sur les items homicide volontaire, tentative d'homicide volontaire, vol à main armée. On a hélas des départements ultramarins qui sont dans le top 5 des départements métropole inclus. Voilà. Donc ce dispositif a été complètement réorganisé. Il donne entière satisfaction. Il faut encore qu'on continue à trouver des voies d'amélioration, hein, et on l'évoquera tout à l'heure. Voilà, je tenais à dire aussi que la possibilité pour la police nationale d'expliquer et de recevoir un petit peu vos impressions aussi, c'est très important pour nous, hein, parce que l'adaptation du dispositif qu'on a mis en place, il passe aussi par une discussion avec les élus, avec tous les gens qui sont sur le terrain, pour encore essayer d'améliorer la situation et notre prestation, hein, qui ne doit avoir d'autre objectif que de protéger toujours un peu mieux la population. Voilà. Après, concernant les pistes d'amélioration, et notamment, comme vous l'évoquiez, Madame la Présidente, avec la gendarmerie nationale, hein, moi je pense qu'outre-mer, il y a effectivement, dans la mesure où ce sont des territoires isolés, il faut qu'on essaye de mettre en œuvre des process de coopération, de collaboration avec la gendarmerie qui soient peut-être un petit peu novateurs et qui permettront encore une fois d'améliorer la prestation au service du citoyen, parce qu'il n'y a que ça qui compte en fait, hein. Voilà. Et donc j'ai à l'esprit, je ne suis pas certain, eu égard à la configuration de la plupart des territoires ultramarins, et notamment à la continuité, la promixité entre les zones police et les zones gendarmerie. Je prends Guadeloupe, vous passez de Sainte-Anne à Pointe-à-Pitre sans vous en rendre compte pratiquement. Voilà. Et je ne suis pas certain que ce soit toujours la patrouille de police ou de gendarmerie la plus proche du lieu de l'appel au 17 qui intervienne. Voilà. Donc ça, je pense que c'est des choses qu'il faut qu'on essaye de mettre sur la table, hein, avec nos collègues gendarmes. Alors, on a déjà évoqué des pistes, hein, la création des sites communes. Mais bon, voilà, tout ça pour vous dire qu'on ne cesse de réfléchir aux pistes d'amélioration qu'on peut mettre en place. Voilà, je pense avoir survolé quelques-unes de vos questions, hein, des questions que vous m'aviez communiquées. Et je pense que le plus intéressant, plutôt que de vous asséner des chiffres, des trucs et tout, c'est peut-être de vous laisser la parole pour que vous me posiez les questions, et je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, Madame la Présidente. Je vous remercie. Je vais sans plus tarder laisser la parole à notre rapporteur Philippe Bas. Merci Madame la Présidente. Monsieur le contrôleur général, pardon de mon retard. Je vous en prie. Je n'ai pas pu tout entendre. Comme la Présidente vous l'a indiqué, nous essayons de mesurer quelles sont les adaptations utiles à nos outre-mer dans les modes d'action de l'État. Et nous avons choisi comme point concret d'observation les missions régaliennes de l'État. Police, gendarmerie, justice, système pénitentiaire. Peut-être d'autres questions qui peuvent se poser, comme le contrôle de nos frontières. Nous en sommes au commencement de ce travail que nous avons entrepris avec quelques intuitions fortes qui viennent de l'expérience de nos collègues, surtout de nos collègues ultramarins dont je ne fais pas partie, et qui montrent une grande diversité de situations. Il y a parmi nos collectivités d'outre-mer des collectivités qui sont particulièrement exposées à des flux migratoires qui sont source d'insécurité. On pense souvent, et mes collègues mahorais le confirmeront mieux que moi, à Mayotte ou à la Guyane, mais nous sommes allés
dans des territoires réputés calmes, où l'on voit quand même une pression naissante s'opérer qui est source d'insécurité. Je pense, parce que je suis arrivé à ce moment-là, que vous avez tout de même cité un certain nombre de chiffres qui viennent corroborer la préoccupation que nous pouvons avoir sur la sécurité, l'ordre public, les violences urbaines, les violences intrafamiliales, mais aussi une délinquance parfois ultra-violente, comme on peut la constater à Cayenne ou à Saint-Laurent-du-Maroni, qui, il faut le dire, est liée à l'immigration haïtienne ou surinamienne dans cette partie des Outre-mer français. Je voudrais savoir s'il y a une réflexion, ou s'il pourrait y en avoir une, sur les limites auxquelles on se heurte du fait de l'application sans distinction des mêmes règles en matière de police judiciaire, d'interpellation, dans ces outre-mer particulièrement exposés à ces risques d'insécurité qu'en métropole. Et ça nous intéresserait que, éventuellement, si cette réflexion a lieu, si elle peut se développer, vous puissiez nous alimenter pour que nous sachions faire des propositions adéquates pour améliorer votre efficacité si vous vous heurtez à des difficultés d'ordre législatif ou réglementaire ou d'organisation tenant à l'insuffisante adaptation de vos moyens d'action face à des situations qui sont très difficiles à maîtriser. Je crois que vous en faites l'expérience comme vos collègues gendarmes. Oui, monsieur le sénateur. Concernant ce dont vous parlez, des modifications législatives et réglementaires qui pourraient aider les forces de sécurité intérieure sur les territoires, il y a actuellement, comme vous le savez peut-être, une étude qui est en train d'être menée pour Mayotte, hein, où on essaye de voir quelles sont les dispositions qui pourraient être proposées, qui vous seront sûrement proposées, hein, puisque là, pour l'instant, on en est au stade de l'étude au niveau de la gendarmerie, de la police et des ministères concernés. Donc ça existe pour Mayotte dans le cadre de l'urgence qu'il y a à traiter ce territoire. D'une manière plus générale, moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, il y a parfois outre-mer des bonnes conduites, des bonnes choses qu'il faudrait peut-être essayer d'étendre. Je pense notamment, et ce serait intéressant qu'on ait une étude sur l'impact qu'a eu en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, je crois, les restrictions concernant la vente d'alcool, hein, puisque, hélas, outre-mer et aux Antilles notamment, qui sont les trois Antilles-Guyane, hein, qui sont les trois territoires les plus criminogènes, on constate que les faits de violence aux personnes sont souvent commis sur fond de consommation excessive à la fois de produits stupéfiants, mais aussi beaucoup d'alcool, hein, avec le rhum qui est à 6 € le litre, etc., etc. Voilà, donc je pense qu'on va essayer de lancer une étude pour voir quel a été l'impact en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie, pour essayer à ce moment-là effectivement de faire des propositions en ce sens, peut-être au niveau d'autres territoires. Voilà. C'est ce genre de choses qui peuvent nous aider, mais je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans des régimes trop différents concernant les pouvoirs régaliens de l'État, hein. Et je pense qu'il faut rester quand même proche d'un fonctionnement équitable pour tout le monde. De toute façon, dans les faits, il y a des fonctionnements différents, hein, et puis il y a déjà des possibilités d'adapter le dispositif, hein. Je pense notamment aux mules de Guyane. Je veux dire, une mule qui est interpellée en Guyane, la condamnation à laquelle elle va être sujet n'est pas du tout celle qui serait prononcée en France par des mêmes juridictions. Donc il y a dans les faits des différences de traitement qui ne sont pas
qui ne sont pas le fait de la police, mais qui existent de par le fonctionnement de la justice et de la police. Voilà. Après, il y a d'autres choses qui pourraient aussi améliorer le dispositif, hein, mais je pense qu'on a ouvert la porte avec la décision du ministre de l'Intérieur de renvoyer lors des Wambushu, enfin l'opération d'envergure qui a été conduite à Mayotte en 2023, donc de renvoyer en Outre-mer, le principe de renvoyer en Outre-mer la CRS 8, hein, donc qui s'est rendue à Mayotte. Hein, il n'y avait pas de CRS qui était allé en Outre-mer depuis plusieurs dizaines d'années. Je pense que ça, c'est une porte qui est ouverte et qui, je l'espère, pourra être utilisée à nouveau, parce que quand je parlais des moyens et de la police nationale, j'ai omis de vous dire, mais vous le savez, de toute façon, qu'en Outre-mer, il n'y a que des escadrons, enfin que des EGM. Il n'y a que les gendarmes mobiles qui vont Outre-mer. Donc normalement, ils sont à disposition du territoire, mais comme vous le savez, les gendarmes, et c'est bien normal, ils en ont besoin pour faire fonctionner leur circonscription. Et dans ce cadre-là, il est parfois difficile, mais ça se passe quand même très bien avec les gendarmes, heureusement, mais il est parfois difficile d'obtenir le concours des forces mobiles de gendarmerie qui sont déployées sur les territoires. Voilà. Donc on y arrive, mais ce qu'on aimerait au niveau de la police nationale, hein, je parle pour ce serait qu'on puisse, quand c'est nécessaire, avoir de la souplesse sur l'envoi de forces quand elles sont disponibles, parce que, comme vous le savez, en métropole, elles sont aussi très, très utilisées et très, très demandées, quoi. Voilà. Mais je pense que ça, c'est des voies d'amélioration qui nous permettraient de sécuriser les territoires quand il y a des épisodes de violence urbaine importantes, hein, comme a pu en connaître la Guadeloupe, la Martinique et Mayotte. Voilà. Merci. Notre collègue Tani Mohamed Souali. Merci Madame la Présidente, et merci Monsieur le Contrôleur Général pour les explications que vous nous avez fournies ici. J'en profite sans fioriture pour louer et remercier le travail qui est fait sur le terrain. C'est pas facile. Beaucoup d'insatisfaction de la part des citoyens, mais nous le savons, vos hommes et femmes sont extrêmement engagés sur le terrain. Vous avez dit tout à l'heure que l'objectif de la réorganisation de la DGPN était atteint, et effectivement, sur le plan organisationnel, on constate que c'est plutôt une satisfaction. Maintenant, la violence en Outre-mer, l'insécurité en Outre-mer ne cesse de grimper plus dans certains territoires que dans l'autre. Je sais que vous revenez de Mayotte, vous y étiez il y a quelques jours. Vous connaissez parfaitement la situation de ce territoire. Actuellement, on sent une amélioration. Nous avions, quand j'étais passé vous voir, nous avions préconisé un changement de doctrine, et notamment aller chercher les voyous dans leurs repères. C'est ce qui semble se produire actuellement sur le terrain. Comment faire pour que cette amélioration continue et surtout qu'elle soit pérenne? Parce que pour en revenir à l'exemple de Mayotte, l'exaspération de la population provient aussi du fait qu'il y a des moments d'amélioration, et notamment lorsque le raid est intervenu pour la première fois, mais ensuite la violence a repris crescendo et la population se retrouve vraiment désespérée dans ces moments de reprise d'une extrême violence. Donc, qu'est-ce qui pourrait être fait dans le long terme pour que cette accalmie, pour que
le calme revienne de façon durable sur nos territoires, et là, en l'occurrence Mayotte. Il était également question, tout en respectant les règles d'équilibre de notre démocratie, de peut-être faire venir plus d'originaires mahorais qui connaissent plus le terrain, qui connaissent les langues, les recoins. Où est-ce que ça en est? Est-ce que j'ai cru comprendre qu'il y avait une campagne de recrutement supplémentaire pour venir en renfort de vos hommes à Mayotte? Ou est-ce que cette demande particulière en est? Et puis, j'aimerais également aborder le traitement judiciaire, parce que votre travail engagé et formidable serait vain si, derrière, le traitement judiciaire n'était pas à la hauteur. Et je prends l'exemple de mineurs qui commettent des délits et des crimes à Mayotte, faute de structures pour les encadrer. Ils sont par exemple envoyés à La Réunion, à des centres éducatifs fermés, mais nous savons qu'à l'issue de leur enfermement, en tout cas, ils sont relâchés dans la nature, et aujourd'hui, on assiste à une recrudescence de violence à La Réunion, due en partie à ce traitement. Je prends un autre exemple. Si d'aucuns pourraient être choqués que le lien soit fait entre l'immigration et l'insécurité, je crois que dans nos territoires, ce lien n'est plus discuté. Le souci, c'est que beaucoup d'auteurs d'infractions sont arrêtés, sont jugés. Le problème, c'est que les conditions dans lesquelles ils sont incarcérés, je n'aimerais pas à choquer, mais ces conditions n'atteignent pas leur ampleur punitive. Parce que les personnes proviennent d'endroits où il y a une telle misère ou une telle promiscuité que faire de la prison à Mayotte, en Guyane, peut poser souci. Donc, qu'est-ce qui pourrait être fait, notamment en matière de coopération judiciaire, et alors que nos prisons sont archi-pleines? La prison de Majicavo est débordée à 200%, à plus de 200%. 300%, tu me dis. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour que, en matière de coopération judiciaire, les pays dont ces personnes sont originaires puissent être sollicités pour tenter de soulager le traitement judiciaire et post-judiciaire des infractions dans nos territoires? Merci. Merci. Y a-t-il une autre intervention? Saïd? Je vais laisser la parole à notre deuxième collègue de Mayotte, Saïd. Merci beaucoup, madame. Je m'associe complètement à ce qu'a dit mon collègue Tani. Mais moi, je voudrais poser la question parce qu'on devait se voir à Mayotte, on n'a pas pu se rencontrer, donc je profite de cette occasion pour vous poser les problèmes que j'avais déjà notés. Alors, madame la présidente, chers collègues, tous les indicateurs de la délinquance en 2023 sont à hausse dans l'archipel de Mayotte. En nombre d'homicides, nous sommes en 4e position derrière la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe. C'est ce que vous venez de dire. 12% de progression dans les coups et blessures volontaires sur les personnes par rapport à 2022. Les vols d'accessoires sur les véhicules sont en hausse supérieure à 20,5%. Je pourrais continuer à vous citer une batterie de chiffres que vous connaissez parfaitement. Toutefois, la délinquance à Mayotte est spécifique et pas seulement au niveau de son intensité.
c'est, je dirais, la question qui a été posée par M. Ba sur justement l'adaptabilité qu'il faut que la police ait dans nos territoires. Alors, quelles sont ces spécificités? J'en cite les deux principales. La délinquance se développe dans un environnement géographique très différent de la métropole. Par exemple, nos zones urbaines sont très différentes dans ce que vous connaissez en métropole. C'est bien ça, monsieur, vous êtes venu à Mayotte, vous avez vu. Vous voulez aller à la Vigie, vous voulez aller à Kawini, vous voulez aller, etc., etc. Vous ne connaissez pas, il n'y a pas de route, c'est des petits chemins escarpés que les délinquants connaissent parfaitement bien par rapport aux policiers. Les parties urbaines maoraises sont entourées de zones avec de la végétation souvent très dense et dans des pentes qui permettent aux délinquants de s'échapper et de disparaître très rapidement. On a vu, bien évidemment, lorsqu'il y a eu l'opération Bouchou, et moi-même, j'étais maire il y a quelques mois, dans ma commune, notamment à la Vigie, c'est un endroit où il est très difficile d'y aller, il n'y a pas de route, c'est des petits chemins, il n'y a que des bidonvilles, donc pour intervenir la police là-bas, c'est un peu compliqué. Nos délinquants sont principalement plutôt des jeunes, voire des très jeunes, 12, 13 ans, 15 ans. L'aîné peut avoir, le chef de bande, il peut avoir 19 ans. Mais sinon, c'est vraiment des jeunes qui agissent en bande et qui sont le plus souvent sans référent adulte. De surcroît, afin d'échapper aux interpellations, ils courent très vite. Et dans un environnement de brousse, mais c'est vrai, ils courent vite, que les policiers, il faut entraîner vos policiers pour, quand ils vont là-bas. Hein. Exactement. Au niveau du recrutement. Tout à fait. Dans un environnement de brousse qu'ils connaissent parfaitement. Et là, je rejoins la demande de Tani. Les policiers maorais, ils connaissent. Ils connaissent parfaitement bien ces endroits. Donc, c'est vrai, s'il y a un recrutement qui doit se faire pour l'opération Umbushu 2, pensez à faire venir des jeunes maorais qui connaissent les familles, qui connaissent les lieux, qui connaissent la géographie. Parce que moi, je vois souvent des policiers, quand ils arrivent, ils nous demandent, mais l'adressage, c'est où, quelle rue, il n'y a pas d'adresse là-bas. Voilà. En 2023, monsieur le directeur, l'opération Umbushu avait pour objectif de lutter contre cette forte et spécifique délinquance à Mayotte. D'ici quelques semaines, une opération Umbushu 2 est programmée. Comme je l'ai plusieurs fois demandé, quels sont les enseignements de cette première opération Umbushu 1 quel est le bilan? Parce qu'au départ, cette opération, quand elle a été réalisée, nous, les élus, on n'était pas du tout informés de la manière dont les choses allaient se faire. Et aujourd'hui que l'opération Umbushu 1 est passée, on n'a pas de retour. Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Donc, et qu'on prépare l'opération Umbushu 2. En raison de ces spécificités maoraises, je ne doute pas que votre direction de la police nationale a effectué cette évaluation de la première opération Umbushu 1. En effet, dans votre circonscription de police de Mamoudzou, vos fonctionnaires sont au centre du foyer le plus intense de la délinquance. Mamoudzou, Kawini, Tsunzu, etc., etc. C'est là où il y a vraiment la plus grosse délinquance. Je voulais saluer et les remercier, tous vos policiers, qui tous les jours sont sur le pont dans des conditions difficiles et avec des moyens très réduits. Ma question est simple, monsieur le directeur. Quels sont les enseignements que votre direction tire de Umbushu 1 et quelles sont les propositions que vous allez faire dans le cadre de l'opération de Umbushu 2? Voilà. Merci, chers collègues. Donc, je vais vous laisser répondre sur le sujet de Mayotte et après, je passerai la parole à notre collègue de la Réunion, Audrey Bélim. Voilà. Merci, messieurs les sénateurs. En espérant ne rien oublier dans mes réponses concernant vos questionnements, sur Mayotte, je ne peux pas me permettre, moi, et ce n'est pas mon rôle, hein, de juger des suites judiciaires qui sont données aux gens qu'on interpelle. Hein. Par contre, je souligne que vous constatez effectivement comme moi qu'il y a certaines améliorations qui ont été faites et qu'effectivement l'interrogation qu'on doit avoir et la question qu'on se pose, c'est comment
faire perdurer ce petit signe positif. Voilà. Alors comment le faire perdurer? C'est par des décisions fortes, hein, puisque comme vous le disiez, l'emploi du RAID est quelque chose qui est très efficace. Donc vous savez que l'antenne RAID a été pérennisée, hein, sur Mayotte et qu'elle est désormais sur place de manière permanente. Son règlement d'emploi a été assoupli, hein. Vous parliez des mesures qu'on pouvait prendre, et là je souligne la compréhension et la bienveillance du chef du RAID, hein, qui accepte pour Mayotte une adaptation de l'emploi du RAID à des missions qui sont traditionnellement peut-être en marge des leurs, quoi. Donc ça, c'est une chose importante. Et il faut qu'on continue. Et je sais que le RAID sera à nos côtés pour ces choses-là. Très concrètement, pour vous imaginez ce dont je parle, en fait, quand le RAID, normalement, doit être appelé quand il y a des collègues en difficulté ou des gens ou des citoyens en difficulté. Donc, ils ont un temps d'intervention qui est très rapide, mais qui est quand même nécessaire, hein. Et lorsqu'on fait des opérations à Mayotte, comme vous le savez, eu égard à la configuration des lieux que vous évoquiez, souvent les collègues sont pris à partie, et si on appelle le RAID, que le RAID se prépare et qu'il arrive, il arrive trop tard, quoi. Voilà. Donc ce qu'on fait, c'est qu'avec l'accord du chef du RAID, alors que ce n'est pas dans les protocoles habituels, hein, on prépositionne le RAID sur le dispositif, il est déjà sur place, préparé, et il peut intervenir de manière plus rapide. Ça, c'est des choses qui vont améliorer notre efficacité pour aller, comme vous le disiez, interpeller. Parce que ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à impacter ces malfaiteurs. Il faut qu'on arrive à les impacter. Alors, quelles mesures on peut prendre en plus? C'est, et vous l'avez évoqué, vous en avez parlé avec le directeur général quand on vous a reçu. Donc, c'est une mesure très importante qui est la création à Mayotte d'une force intermédiaire. Donc, entre le RAID et les collègues de la BAC, du GSP ou de la police secours, on constate qu'il y a, l'espace est trop grand. Voilà. Je m'explique, quand on est quand les collègues de la BAC, GSP vont pour intervenir sur des barrages qui sont mis en place par des malfaiteurs, donc ils dégagent le barrage, ils sécurisent la route. Le problème, c'est que s'ils partent derrière les malfaiteurs, la route est plus sécurisée, il y a de nouveaux barrages qui se mettent, etc., etc. Donc avec cette force intermédiaire, on va pouvoir maintenir le dispositif police sur le barrage et partir derrière les gars pour essayer de les attraper. Voilà. Donc c'est pas rien, puisque c'est un recrutement qui est en cours, hein, et là je réponds aussi à une partie de votre question. C'est un recrutement qui est en cours avec ce qu'on appelle un appel ponctuel à candidature qui a été lancé au niveau national pour recruter environ 50 fonctionnaires qui seront équipés d'unités canines, hein, puisque on se rend compte aussi que les chiens, ça peut être très très utile dans les violences urbaines qu'on connaît sur Mayotte. Donc ces fonctionnaires vont être recrutés. Là, c'est pas dans un an, non. Ils seront sur place sous le contrôle de ma collègue, je crois. Entre le 1er mars et le 1er mai, donc il va y avoir plus 50 et la création de cette force intermédiaire qui sera équipée, formée, dotée d'unités canines pour aller chercher les délinquants, parce que vous évoquiez aussi ce que je pensais de notre efficacité. Moi, j'ai un parcours police judiciaire et je pense que c'est ce qui est le plus efficace, quoi. Voilà. Les malfaiteurs et les malfaisants, ils ne comprennent pas s'ils ne se font pas arrêter. Voilà. Donc cette force qu'on va créer va nous permettre d'être plus offensive, hein. Et bien entendu, l'APC qu'on a mis en place a été mis en place avec des conditions statutaires. Donc c'est pour répondre à votre question des jeunes Mahorais qui sont nécessaires, hein, et qu'on emploie déjà beaucoup, puisque le taux d'originaires à Mayotte est supérieur à 50%. Voilà. Donc l'APC, on l'a fait avec des conditions statutaires abaissé quant au temps de présence en métropole, et dans ce cadre-là, on pourra recruter beaucoup de jeunes Mahorais qui nous seront très utiles, eu égard, comme vous le disiez, à la topographie des lieux. Donc ça, c'est en cours, c'est tout proche, hein, et il y aura des formations, comme je vous le dis, pour
vraiment faire de cette unité une unité spécialisée et destinée à interpeller. Voilà. Le mot d'ordre, c'est interpeller. Le mot d'ordre, c'est aussi mettre en cause et présenter à la justice. Et dans ce cadre-là, comme je vous le disais, la DNPJ, qui n'était pas présente à Mayotte avant la réforme, s'implique totalement maintenant dans le dispositif judiciaire. Est en cours de création au sein de la division d'investigation spécialisée de la TPN un groupe d'une dizaine de fonctionnaires qui seront dédiés uniquement à la lutte contre les phénomènes de bande. Voilà, hein, avec des spécialistes de l'exploitation des vidéos par drone, etc., identification. On va essayer d'augmenter nos capacités de renseignement, etc., etc. Voilà. Donc, comme vous le disiez, il y a des avancées en matière judiciaire, et notamment, pour répondre encore à une autre partie de la question, vous parlez de Wambouchou 1 et les enseignements. Ce qui a le mieux marché sur Wambouchou 1, c'est l'interpellation des chefs de bande. On a eu, sur la période de Wambouchou 1, une grande efficacité là-dedans. Donc, on va essayer de réitérer ce qui a été fait. Et puis concernant l'opération Wambouchou 2 dont vous vouliez, donc elle est en cours de préparation, donc je ne peux pas me permettre de dire, mais effectivement on tire les enseignements qu'on a récupérés aussi au sein des élus, hein, et le ressenti des élus qui est important pour mettre en place une opération Wambouchou 2 qui, même si en termes de personnel, elle sera peut-être moins importante, on va chercher à être beaucoup plus efficace par rapport aux enseignements de la première opération. Voilà. Donc on aura quand même sur Wambouchou 2 des renforts, cette fois-ci temporaires, hein, pour le temps de l'opération. Et ces renforts seront ciblés notamment sur l'antenne All Team, c'est-à-dire des enquêteurs spécialisés dans la lutte contre les réseaux d'immigration, hein, puisque on sait, hein, que le réseau d'immigration, il vient de Tanzanie, et que c'est comme ça qu'il faut appréhender la chose et qu'il faut essayer de s'y atteler. Donc il y a l'All Team central qui va s'impliquer aussi à côté de l'antenne All Team, hein, sur le démantèlement de ces réseaux. Et on va faire venir également des enquêteurs judiciaires pour interpeller des chefs de bande qui sont en cours d'identification et de mise en cause, hein, parce que il faut, comme vous le savez, dans les dossiers judiciaires, si on doit aller chercher des gens, si on veut les mettre en prison, il faut qu'on recueille des éléments contre eux. Donc là, on est en train de préparer tout un tas de dossiers qui nous permettront de cibler des malfaiteurs, entre guillemets, interpellables et présentables à la justice. Donc ça, ce sera voilà, un des objectifs de Wambouchou 2, ce sera d'être aussi performant, et voire plus performant que sur Wambouchou 1 concernant le judiciaire. Voilà. Écoutez, je pense avoir fait le tour des questions. Cher collègue Audrey Bélim. Merci Madame la Présidente. Monsieur Nussbaum, merci à vous d'être présent et de nous proposer ces échanges importants sur la sécurité dans nos territoires. Effectivement, les propos de mes collègues de Mayotte font écho à ce que je pourrais dire. Et d'ailleurs, je salue le courage et la sincérité de leurs propos. Vraiment, parce qu'il est vrai qu'à La Réunion, il y a une inquiétude qui grandit. Lors de mes échanges avec la préfecture, avec d'autres responsables de la sécurité, il est vrai, et notamment aussi des syndicats de police, il est vrai qu'il y a cette demande qui est en train de grandir afin de savoir s'il va y avoir des renforts sur l'île pour prendre finalement en charge ces phénomènes que nous n'avons jamais connus, que nous ne connaissions pas, et qui inquiètent et qui viennent un peu fragiliser aussi cette espèce de lien, cette fraternité que nous avons avec Mayotte dans notre bassin régional. Et ce vivre ensemble que nous dénonçons nous et que nous promotions nous à chaque fois, il risque encore plus d'être fragilisé si nous ne prenons pas cela en charge sérieusement et que finalement nous n'apportons pas des réponses afin de pallier aux inquiétudes des Réunionnaises et des Réunionnais. Donc la première question serait de savoir, est-ce qu'il y a tout de même l'évocation, la réflexion sur l'apport de renforts supplémentaires, du moins pour compenser ce qui se passe exceptionnellement sur le territoire. Un autre sujet un peu plus réunionnais et qui est
et qui est su de tous. Nous avons une problématique lourde et des données très importantes concernant les violences intrafamiliales sur notre île. Et c'est très inquiétant. Alors, effectivement, nos services de police, nos services de gendarmerie sont formés aujourd'hui. J'ai pu échanger, donc les choses sont faites très correctement. Mais je rejoins également dans cette thématique les propos de mes collègues sur la judiciarisation. Effectivement, lorsque la personne est interpellée en garde à vue une fois, 2 fois, et que finalement on apprend que le procès n'aura lieu qu'à la fin de l'année, alors que une personne, alors je vous donne un exemple, se cachait dans l'armoire en attendant son épouse, enfin son ex-épouse, pour pouvoir l'effrayer, et puis voilà, garde à vue une fois, 2 fois, et puis finalement le procès n'a lieu qu'en fin d'année. Comment nous pouvons-nous aider à faciliter cette judiciarisation, parce que c'est un phénomène qui est exceptionnel et qui nous fait du mal, nous, à La Réunion. Et ma dernière question serait rejoint parallèlement ce que disaient mes collègues de Mayotte. J'en ai énormément, et mes collègues, je pense qu'ils en ont énormément, de demandes de mutation de policiers. Beaucoup. Et il est vrai que la loi égalité réelle de la ministre Baredj avait posé ces fameux critères d'intérêt matériel et moraux. Donc, est-ce que cela est systématiquement pris en compte dans les demandes de mutation? Est-ce qu'en tout cas, il y a une attention particulière qui est faite pour celle-ci? Parce que nous avons des situations qui sont parfois de grande souffrance. On voit des profils finalement qui blessent leur carrière professionnelle avec ce besoin de retour. Donc voilà, un petit peu les questions que j'aurais souhaité donc aborder avec vous aujourd'hui. Merci. Je vous laisse répondre. Après, je prendrai les questions des collègues, des autres collègues, donc Jean-Gérard Pommier, Jacqueline Estrèche-Rignaud et Lana Tetuani. Madame la sénatrice, donc je vais vous tenir un discours de vérité. Comme vous le savez, donc comme lors de ma présentation, je vous ai dit que la mission Outre-mer avait vocation à assurer la gouvernance de l'ensemble des territoires ultramarins. Donc il faut que cette gouvernance, pour le compte du directeur général, je l'assure dans l'intérêt général du dispositif. Voilà. Effectivement, concernant les effectifs et la Réunion, le problème en fait, c'est qu'on a beaucoup, mais c'est quelque part une chance aussi, on a beaucoup de jeunes réunionnais qui rentrent dans la police nationale, qui passent le concours et qui se retrouvent effectivement après en métropole bloqués à ne pas pouvoir rentrer. Voilà. Le problème qui se pose, et vous le comprenez, c'est qu'à partir du moment où on estime que les effectifs ont atteint le plafond qui est fixé par le ministre sur un territoire, c'est compliqué d'aller au-delà. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne doit plus jamais y avoir d'affectation, ça veut dire qu'il faut renouveler les gens qui s'en vont. Et il faut, et moi mon discours, c'est de dire que si la Réunion est peut-être plus calme que d'autres territoires ultramarins, c'est peut-être justement parce qu'il y a beaucoup de policiers, quoi. Voilà, donc il faut maintenir le nombre de policiers qui sont en poste à la Réunion. C'est ce qu'on essaye de faire, c'est ce qu'on essaye de faire, mais avec les limites que vous devez comprendre, des priorités qui doivent être les nôtres, de nous tous, que sont Mayotte et la Guyane, territoires sur lesquels on a du mal à recruter, où il y a beaucoup plus de délinquance et de faits de violence qu'à la Réunion. Voilà, donc c'est pas une réponse. Donc il y a toujours des mutations qui interviendront. Et puis moi, ce que j'essaye de promouvoir, c'est aussi le fait qu'il y ait des locaux qui s'investissent sur des postes d'encadrement aussi, quoi, et qui puissent, je pense qu'à La Réunion, il faut qu'on encourage les jeunes policiers réunionnais à passer les concours internes, quoi, à évoluer, ce qui leur permettra aussi peut-être après de venir en métropole et de ne pas forcément avoir envie de repartir, quoi, parce qu'ils auront une carrière à faire sur le territoire de la métropole. Le problème, c'est que les CEA, ce qu'on appelle les membres du corps d'encadrement et d'application,
effectivement, eux, ils sont obligés de rester sur Paris, puis d'attendre encore pour rentrer en métropole, pour rentrer dans leur île. Alors, à ce niveau-là, on fait des efforts, puisqu'au niveau de la PTS, il y a une ingénieure, une technicienne PTS de La Réunion qui a réussi le concours d'ingénieur, hein, et qu'on va réaffecter immédiatement à sa sortie d'école à la Réunion. Voilà, donc on peut faire des efforts ponctuels comme ça, mais concernant les effectifs sur le terrain, je pense honnêtement, mais que mon collègue de La Réunion le confirme, hein, pour l'instant, il gère la situation. Les policiers réunionnais sont très motivés et on n'est pas en difficulté. Voilà. Donc, il faut que ça dure, mais il faut surtout être attentif au fait que ces phénomènes de violence urbaine impliquant de jeunes originaires de l'île de Mayotte soient contenus, hein, et que ça ne prenne pas d'ampleur. Voilà. Alors quand je dis contenu, c'est-à-dire que les jeunes de Mayotte qui sont à La Réunion doivent bien se tenir, quoi. Voilà. Et donc dans ce cadre-là, il faut vraiment qu'on soit très présent et qu'on intervienne. Et là, je rejoins ce que je disais sur Mayotte. Il faut qu'on les interpelle très rapidement. Voilà. Mais là, je pense qu'on a le dispositif et les gens sur place sur La Réunion qui sont performants, puisque sur les violences urbaines qui ont eu lieu il y a en début de semaine, je crois qu'il y a eu 7 ou 8 interpellations déjà. Voilà. Donc, on n'est pas désarmé, on n'est pas en difficulté. Voilà. Mais on veille, ne vous inquiétez pas. Voilà. Merci. Alors, notre rapporteur souhaite prendre la parole avant Jean Gérard. Premier. Oui. Madame, mon adjointe, donc Céline Personelli, qui est commandante fonctionnelle et qui a la particularité, avant de m'avoir rejoint à la mission Outre-mer, d'avoir œuvré au BGGP, qui est le bureau des gradés et gardiens à DRHFS, la nouvelle DRHFS. Donc elle connaît parfaitement ce que vous évoquiez sur les CIM, notamment sur les CIM. Madame la sénatrice, pour revenir sur votre question sur les centres d'intérêt matériels et moraux, ils ont été pris en charge, et la réforme de la circulaire mutation au niveau des CEA les a placés en priorité légale d'affectation. Donc chaque fonctionnaire qui bénéficie d'un CIM le fait reconnaître dès son entrée dans l'administration. Ensuite, au cours des mouvements que l'on fait tous les ans, il bénéficie de 25 points tous les mois, contrairement à un métropolitain qui souhaiterait partir dans les îles. Donc le capital point augmente très très vite chez les CIMiens, ce que l'on appelle les CIMiens, ce qui fait qu'ils sont prioritaires d'autorité pour repartir dans leur île. Simplement, ce système a également fait que l'on a embolisé les postes que l'on pouvait fournir. Donc, c'est ce qui fait que, évidemment, tous les ans, il y a aussi de moins en moins de postes prévus pour la Réunion. C'est un peu le revers de la médaille d'envoyer, de prioriser les gens qui sont originaires des îles. Et c'est à peu près la même chose dans tous les territoires. Je vous remercie. Je vais céder la parole à notre rapporteur. Oui, puisque nous revenons de la Réunion, justement, et ça me donne l'occasion de rebondir sur l'échange qui vient d'avoir lieu. Ce qui nous a frappé à la Réunion, pour ceux d'entre nous qui connaissaient peu ou pas du tout ce département, c'est que à l'abord, on a vraiment l'impression d'un département quasiment métropolitain. Et quand on se plonge dans les réalités de la Réunion, on constate que ça n'est pas exactement le cas. Mais justement, cette image que donne la Réunion d'un très bon niveau de développement et d'un mode de vie qui se rapproche de ceux de nos départements métropolitains, méditerranéens, dirons-nous, empêche parfois de prendre en compte des réalités locales qui ne sont pas si rassurantes que ça. Vous avez cité les violences familiales.
en parlant tout à l'heure de la Polynésie et de la Nouvelle-Calédonie, vous avez évoqué cette expérience de restriction dans la distribution de l'alcool. Le phénomène des violences familiales est largement lié à un alcoolisme qui se répand d'ailleurs chez les femmes comme chez les hommes. Le phénomène des violences urbaines semble s'aggraver du fait de l'arrivée de mineurs mahorais que leur famille envoie à La Réunion pour les mettre à l'abri de la situation à Mayotte et qui sont un peu livrés à eux-mêmes. Ce n'est pas un mouvement politisé, c'est pas théorisé, c'est pas du nihilisme. C'est juste de l'envie d'exister en défiant l'autorité. Une autorité complètement défaillante dans des familles qui recueillent ces enfants, ces jeunes gens, mais n'ont pas la capacité de s'en occuper. Assez peu de pères de famille et des tantes parfois éloignées ou des cousines qui sont censées veiller à cette jeunesse. Ce que j'ai remarqué, et je voudrais savoir si vous validez cette impression, c'est que, au fond, La Réunion, vue de Paris, n'est pas considérée comme prioritaire du point de vue de la sécurité. Et que dans l'affectation des effectifs ou dans l'évaluation des besoins en effectifs de La Réunion, on ne tient pas compte d'un certain nombre de choses qui sont la nécessité de donner un coup d'arrêt à un phénomène de violence urbaine qui est en train de s'amplifier. C'est le témoignage que nous avons reçu partout. Je parle sous le contrôle de notre présidente. Et puis aussi des choses toutes bêtes, comme les distances. Si vous comptez le nombre d'habitants de Saint-Denis, de La Réunion, et que vous rapportez le nombre de policiers au nombre d'habitants de Saint-Denis de La Réunion, vous considérez que tout va bien. Mais si vous regardez les délais d'intervention, quand il y a un signalement de violence familiale dans une famille, là, vous constatez que l'étendue du territoire à contrôler depuis le commissariat central de Saint-Denis est considérable. Il faut donc qu'il y ait des patrouilles constamment de sortie pour que la plus proche des lieux de l'incident puisse se porter sur les lieux le plus rapidement possible. Et si vous avez sur 5 véhicules de police, 2 qui sont en train, pour des raisons administratives, de remplir des procédures qui vont supposer une présence alors qu'il n'y a pas de risque, mais assez longue sur place, vous constatez que la disponibilité pour intervenir sur des lieux où on a vraiment besoin d'une intervention d'urgence est quand même relativement réduite. Alors, je ne veux pas dramatiser, je n'ai pas encore les moyens de comparer avec toutes les collectivités d'outre-mer, mais je suis revenu de La Réunion avec une intuition à vérifier, qui est qu'à force de considérer que tout va bien à La Réunion, on finira par laisser se dégrader la situation. Voilà ce que je voulais vous livrer pour vous faire réagir avec le devoir de réserve qui doit être le vôtre, mais peut-être contribuer à ce qu'au fond, on mette ce débat-là sur la table, parce qu'il ne faudrait pas s'installer dans l'idée, je parle sous le contrôle de notre collègue qui bien sûr connaît la situation intimement, il ne faudrait pas s'installer dans l'idée qu'à La Réunion, tout va bien et qu'il n'y a pas une aggravation d'un risque de sécurité auquel il faudrait se préparer. Merci, cher collègue. Oui, monsieur le sénateur. Écoutez, je vais reprendre, mais effectivement, je vous rejoins, et je rejoins madame la sénatrice aussi, concernant les débuts de VU impliquant des jeunes maoris qui ont lieu sur La Réunion, plus les problèmes des vifs, des violences intrafamiliales. Effectivement, concernant les violences intrafamiliales, ce que je pense, puisque quand on parle de renfort d'effectifs, il y en aura quand même quelques-uns, mais je pense qu'effectivement, il faut qu'ils soient ciblés. Et ceux qui pourront être ciblés, effectivement, et dont peut avoir besoin La Réunion pour venir à niveau, c'est notamment les fonctionnaires spécialisés dans le traitement des vifs, quoi. Voilà.
Ça, ce sont des renforts qui, en nombre de TP, sont pas très importants et qui pourront être effectués effectivement parce que ça le nécessite. Après, sur les violences urbaines que vous évoquiez, je comprends ce que vous dites, mais le sujet, c'est on peut considérer que les effectifs actuels de la DTPN sont en mesure de faire face aux violences urbaines qui ont lieu sur le territoire. Voilà. Je pense, comme je le redisais encore une fois, qu'on n'est pas en difficulté, mais effectivement, ça ne veut pas dire pour ça qu'il faut penser que tout va bien et que rien ne peut arriver. Et c'est dans ce cadre-là que je disais qu'il faut à tout prix maintenir le bon niveau d'effectifs qu'on a sur la Réunion, et il faut surtout veiller à ce que ça ne commence pas à baisser. Voilà, je pense que c'est l'objectif qu'il faut avoir, parce que quand ça commence à baisser après, on laisse faire des situations qui ne sont plus maîtrisables. Voilà. Et ce que je disais tout à l'heure, si la Réunion actuellement est un territoire à peu près contrôlable, c'est justement peut-être parce qu'il y a aussi les forces de sécurité suffisantes sur le territoire. Voilà. Donc je pense qu'il faut qu'on ait comme objectif raisonnable de maintenir le niveau d'effectif de la Réunion, en espérant qu'il n'y ait pas de nouveaux problèmes et qu'il n'y ait pas des problèmes qui prennent de l'ampleur, auquel cas il faudra effectivement revoir notre copie. Mais en l'état, j'ai fait le point avec le directeur territorial concernant les VU qui commencent à s'y dérouler. On arrive encore à contrôler la situation. Voilà. Merci. Jean-Gérard Pommier. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Contrôleur Général. Je voudrais revenir à votre premier propos. Vous nous avez dit que les taux de criminalité dans les Outre-mer est beaucoup plus élevé qu'en métropole. Est-ce que vous pourriez nous en donner les raisons qui ne sont pas forcément les mêmes territoire par territoire? Ensuite, face à une délinquance que vous nous avez décrite de plus en plus jeune, est-ce que le dispositif de sécurité vous paraît-il suffisamment agile, je dirais, et efficace, même s'il y a des rapprochements police-gendarmerie, mais on sait bien, y compris dans nos territoires métropolitains, que derrière les mots, il y a des fois des réalités un tout petit peu différentes. L'autre sujet, c'est abordé par le collègue Philippe Bas. Est-ce qu'on tient suffisamment compte dans les ratios, je dirais, d'affectation de personnel, de forces de sécurité, des spécificités des territoires, de l'éloignement, du fait qu'il n'y a pas forcément de réseau routier, etc. Et enfin, un dernier point, c'est l'environnement de la sécurité. Oui, il est important, je crois, le collègue l'a dit, d'avoir des représentants locaux qui connaissent tous les territoires. Moi, je prendrai un exemple dans l'environnement de la sécurité. Je suis l'élu du canton de Saint-Pierre-des-Corps, une ville qui a plus de 60% de la population à caractère social. Eh bien, j'ai pu constater que le renforcement de la médiation, de la prévention par différents acteurs sociaux, bailleurs sociaux, a contribué, je dirais, à faire baisser la tension et à aider singulièrement les forces de l'ordre, parce qu'ils connaissent parfaitement la population. Donc là aussi, est-ce que dans tel ou tel territoire, et ça peut varier d'un territoire à l'autre, vous avez quand même un environnement un peu de médiation et de prévention ici ou là qui puisse venir en appui? Merci. Je vais passer la parole tout de suite à Madame Jacqueline Eustache. Je vais être bref. Merci Madame la Présidente. Alors, on a abordé, et Tani l'a dit clairement, qu'il y avait dans certains territoires, plus que d'autres d'ailleurs, un lien entre immigration, violence et délinquance. Bon, je crois que, hélas, j'ai envie de dire, c'est un peu partout comme ça, y compris en métropole. Voilà. Et voilà, je crois qu'on partage un certain nombre de choses. Moi, je voulais revenir sur un sujet qu'on a peu abordé, c'est le narcotrafic, et en particulier dans les Caraïbes, peut-être plus que dans d'autres territoires. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Et moi, je voudrais l'aborder par deux biais, en fait. C'est à la fois par le trafic et à la fois par la consommation. Parce que j'ai l'impression, j'ai le sentiment que dans certains territoires des Caraïbes, la consommation des drogues de synthèse qui ne sont pas chères est un vrai sujet. Donc moi je voulais savoir si vous avez des statistiques sur ça. On sait nous en métropole et à Paris que le crack qui fait des ravages. Je me demande si il n'y a pas les mêmes choses en particulier aux Antilles, parce que c'est une drogue évidemment pas chère.
c'est une drogue qui rend très très vite dépendant en plus. Donc est-ce que vous avez une analyse de ce sujet et par rapport à ces voies qui viennent d'Amérique du Sud et qui passent par les Antilles, voilà, comment vous gérez ce narcotrafic? Parce qu'on parle souvent, nous, en métropole, du narcotrafic qui vient du Maroc pour le cannabis et autres, mais on sait que la cocaïne, on sait d'où elle vient, et que les Antilles ont une place, à mon avis, importante. Vous avez parlé tout à l'heure, M. Nussbaum, des mules qui venaient de Guyane. C'est un vrai sujet, c'est un vrai sujet. Et donc, je voulais savoir si vous aviez effectivement voilà, des objectifs. Nous, en métropole, on a ce qu'on appelle apparemment depuis quelque temps les opérations place nette. Est-ce que ça existe aussi dans les territoires ultramarins? Et puis, sur les consommateurs, parce que les consommateurs ne sont pas tous des gens qui consomment des drogues de synthèse pas chères, parce que c'est, entre guillemets, souvent des drogues du pauvre. Est-ce que pour les autres drogues, dans les territoires ultramarins, il y a une politique, comme ici, il semblerait, d'utiliser l'amende forfaitaire délictuelle pour les consommateurs, entre guillemets, plus classiques, j'ai envie de dire. Merci. Merci, chers collègues. Je vais laisser la parole à notre collègue Lana Tetuani. Oui, merci, Madame la Présidente. Bonjour à tous. Et puis, je voudrais saluer nos invités de la délégation. Et puis, je voudrais avant tout je me souscris tout à fait avec tout ce qui a été dit par mes collègues depuis Tani, Mayotte, La Réunion. Bon, on ne va pas aussi noircir le tableau des Outre-mer. Hein. Il y a Outre-mer et Outre-mer. Hein. Je vais outrepasser les départements pour arriver dans nos collectivités du Pacifique, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, et puis Wallis et Futuna, il ne faut pas oublier aussi. Je pense que lors de la dernière audition que nous avions eue avec les gendarmes, les services de l'État dans nos collectivités ultramarines pourront être plus efficaces s'il y a un travail commun avec les différents services de ces territoires. Je m'explique. Je saisis au vol ce qui vient d'être dit sur la restriction de la vente d'alcool réfrigéré sur l'ensemble du territoire de la Polynésie. C'est une décision qui a été prise par les maires avant tout. Bien sûr, la compétence revient à la collectivité, la Polynésie française, qui a pris un arrêté pour qu'on interdise sur l'ensemble du territoire la vente réfrigérée. Hein. Je parle bien de la vente réfrigérée. C'était pour éviter les attroupements, surtout en fin de semaine, devant les épiceries, là où on vend l'alcool, de tous ces jeunes en fin de semaine. Ça, c'est une très bonne chose. Moi, je pense peut-être, voilà un exemple, il y a eu un travail commun qui a été mené aussi bien avec les forces de l'ordre et les élus locaux. Ça pourrait être peut-être partagé dans les autres territoires. Je m'étais exprimé aussi devant les gendarmes ici, enfin, la gendarmerie, le sujet des ressources humaines. Et c'est ma bataille, ça. Depuis que je suis arrivé au Sénat, depuis 2015, je n'en démords pas sur ce sujet-là. Parce qu'il y a une certaine hypocrisie, il faut le dire. Il faut le dire dans les services de l'État. Là, nous sommes dans la police nationale aujourd'hui. On a voté des textes, pour ne pas citer la loi égalité réelle outre-mer. Le CIMM, nous réclamons à ce qu'il y ait dans la commission qui attribue les CIMM, qu'il y ait quand même des élus de la collectivité. Je prends un exemple. Au niveau de l'éducation, c'est ici à Paris qu'on décide à qui on attribue les CIMM. Alors c'est facile aussi. C'est facile aussi. La priorité des CIMM, bien sûr, aux enfants natifs de nos collectivités. Malheureusement, aujourd'hui, on voit de tout aussi. Et c'est une réalité. Et puis, paradoxalement, monsieur le rapporteur, l'attrait de nos territoires, c'est aussi une histoire pécuniaire, puisqu'il y a un décret de 1952 et que j'essaye
de faire inscrire ma PPL dans une niche, c'est l'attrait pécuniaire aussi. Avec tous les avantages qu'on octroie aux expatriés quand ils partent d'ici vers nos territoires, ils ont tous les avantages, prime d'éloignement, prime d'installation et tout ce que vous voulez, et qui n'existe pas dans le sens de nos territoires et venir ici en France quand ils doivent venir se former. Mais bien sûr, quelque part, on ne va pas se fâcher, mais j'aime bien aussi dire les choses, mettre les choses sur la table. J'ai toujours dit, quelque part, il y a une petite mafia aussi dans les services déconcentrés de l'État. Pour en revenir à la Polynésie, non, moi je suis fier de ce qui se passe là-bas, je suis content. D'ailleurs, je crois que la Polynésie, le premier DTPN ultramarin, c'était un Tahitien, un Polynésien, M. Mario Banner, qui était installé à Papeete. Bon, aujourd'hui, on a changé là-bas. Vous avez oublié de rappeler aussi une dernière catégorie d'équipe aussi. Il ne faut pas aussi oublier nos policiers municipaux qui travaillent beaucoup parce que plus près que les habitants, ce sont nos policiers municipaux. La configuration de la Polynésie, monsieur le rapporteur, la Réunion, c'est quelque chose. Mais en Polynésie, en tout cas, j'ai hâte que vous veniez aussi en Polynésie, c'est plus la Réunion, c'est l'Europe. La carte de l'Europe, c'est la Polynésie. La police nationale en Polynésie est installée juste dans la grande agglomération Papeete, Pire et un petit peu Aroué. Sinon, sur l'ensemble des îles et dans les autres communes limitrophes, c'est plutôt la gendarmerie. Bon, c'est vrai que les violences urbaines en fin de semaine, c'est plus dans le centre-ville. Et là, on voit nos hommes en uniforme, ils sont actifs. Mais le mal qui pollue la Polynésie aujourd'hui, c'est sa proximité géographique par rapport aux États-Unis. C'est cette drogue dure qu'on appelle le ice. Alors là, c'est cette drogue-là qui est en train de tuer à petit feu la jeunesse polynésienne. C'est malheureux à le dire, mais je le dis. Je le dis. Je lisais dans la presse, pas plus tard qu'hier, que les services judiciaires de la police et de la gendarmerie vont lancer justement une étude pour savoir un peu, comment dirais-je, la dangerosité de cette drogue-là, on le sait tous, et surtout le nombre de jeunes qui tombent et qui continuent à tomber dans ce fléau qui fait peur d'ailleurs, Et puis, dernière chose, peut-être une proposition aussi, concernant alors peut-être le judiciaire. Je ne porte pas de jugement, mais c'est un constat que je fais sur mon territoire. Des affaires, surtout d'élus, surtout en Polynésie. Quand un élu, par exemple, passe au tribunal, alors là, la presse, là, en veux-tu, en voilà, ça tourne en boucle, nanana. Les informations, vous rencontrez les journalistes, mais attendez, vous êtes bien informés, là, ça vient d'où, là? Ah ben voilà, à la source, ils vont à la source. Bon, la source, c'est qui? Tribunal ou parquet, j'en sais trop rien. Par contre, quand on parle de mules ou de Polynésiens qui viennent de revenir et se faire choper à la descente de l'avion à Papeete transportant tant de kilos de ice, pas de nom. Il serait peut-être intéressant aussi que tout le monde aussi sache qui fait quoi. Une suggestion. Voilà. Merci, Madame la Présidente. Merci, chers collègues. Donc, je vais vous laisser la parole. Donc, je vais essayer d'oublier le moins possible de vos questionnements.
Concernant les raisons du taux de criminalité qui est élevé sur les territoires ultramarins, donc on a évoqué déjà la consommation excessive d'alcool et de produits stupéfiants. Hein. C'est notamment valable sur les Antilles-Guyane, qui sont les départements les plus violents. Il y a aussi un rapport à la violence des jeunes qui est un petit peu différent d'avec la métropole. Voilà, moi j'ai pour exemple les souvenirs un jeune qui était auteur d'un homicide volontaire en Guadeloupe, qui venait de passer aux aveux et qui presque nous demandait est-ce que je serais rentré chez moi pour Noël, quoi. Oui. Donc ils se rendent pas compte du tout du degré de violence et de leurs actes. Voilà. Donc alors ça nous amène sur les stupéfiants, puisque la consommation de stupéfiants et notamment le crack effectivement est en augmentation. Il n'y a aucune raison que l'outre-mer y échappe. Concernant les stupéfiants, on a quand même un dispositif dans l'arc caribéen avec les antennes au FAST en Guyane, en Martinique et en Guadeloupe et à Saint-Martin qui est important, qui obtient des résultats, qu'on a réorganisé, parce qu'il fallait là aussi s'adapter, parce qu'il y a en fait deux sortes de trafics. Dans les Antilles, il y a les trafics interîles, c'est-à-dire les trafics entre la Guadeloupe et la Dominique, Sainte-Lucie, etc., qui sont souvent des trafics d'herbes, d'armes, et il y a le trafic transatlantique à destination de l'Europe. Voilà. Donc on a organisé nos antennes au FAST en conséquence, puisqu'il y a des enquêteurs, des groupes d'enquêteurs qui sont dédiés sur le trafic interîle, des groupes d'enquêteurs qui sont dédiés sur le trafic transatlantique. Ça donne des résultats. On a aussi une action de l'État en mer en Martinique qui est sur la pente ascendante, puisque très récemment, il y a 3 ou 4 arraisonnements qui ont abouti à des saisies importantes. Alors c'est sûr qu'on n'est pas certain que c'était à destination de la France, mais ce dont on est certain, c'est que c'était à destination de l'Europe, quoi. Voilà. Donc c'est quand même des réussites importantes. Concernant le phénomène des mules en Guyane, là, je trouve que le dispositif, c'est factuel, le dispositif 100% contrôle qu'on a mis en place à l'aéroport de Cayenne a porté ses fruits et a été efficace. Les saisies à l'arrivée en métropole ont nettement diminué. Et ce qu'il faut savoir, et ça c'est quand même un enseignement très important, c'est que vous avez dû entendre parler que les mules étaient souvent, ces derniers temps, des Nigérians et des individus originaires des pays baltes, des Estoniens, des Lituaniens, qui venaient en Guyane uniquement dans le but de faire la mule. Voilà. Avec le dispositif, donc ils arrivaient par dizaines, par vingtaines, il y avait des fois 20 Nigérians dans l'avion. Voilà. Le dispositif d'arrêté de refus d'embarquement a fait que petit à petit, ces individus qui arrivaient, qui se chargeaient, qui voulaient repartir, n'arrivaient plus à repartir. Et vraiment, n'y arrivaient plus. Il y a des individus qui prenaient 15 arrêtés de refus d'embarquement. C'est-à-dire qu'ils se présentaient à l'aéroport, refus d'embarquer, 10 jours après, ils se représentaient, refus d'embarquer, etc., etc. Tant et si bien qu'au bout de 9 mois, on n'a plus, et ça c'est factuel aussi, il n'y a plus de Nigérians et plus d'individus des pays baltes qui arrivent en Guyane pour faire les mules. Quand je dis plus, c'est 0. Voilà. Donc, alors ça ne veut pas dire qu'on a arrêté le trafic par mule, mais on a arrêté ce type de trafic par mule, et maintenant le trafic par mule redevient ce qu'il était avant, avec des individus de Saint-Laurent-du-Maroni, des jeunes de Saint-Laurent-du-Maroni, et il faut qu'on continue à mettre en place ce dispositif 100% avec des arrêtés de refus d'embarquer, mais qui sont là aussi, quelquefois, c'est bien que je puisse vous le dire, un petit peu contestés par les élus, quoi, qui reçoivent les plaintes de la population et qui trouvent que le dispositif est un petit peu trop discriminatoire par rapport au profil des individus qui se présentent. Voilà. Oui, tout à fait. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on va continuer. Donc on n'est pas embêté. Oui, mais ça peut se comprendre aussi parce qu'il y a certaines personnes qui ont été... Parce ce qu'il faut voir, c'est comment fonctionne le dispositif 100%.
C'est-à-dire que c'est un dispositif qui est mis en place avant l'enregistrement des bagages. Voilà, la grosse innovation de ce dispositif. Ouais, il est très efficace. Donc, c'est-à-dire que les gens qui arrivent, avant d'enregistrer leurs bagages et d'être obligés d'aller au contrôle, font l'objet d'un entretien informel avec des enquêteurs qui sont des cibleurs, ce qu'on appelle, et qui, en fonction de la personnalité, des 2-3 questions qu'ils posent aux personnes qui veulent prendre l'avion et veulent faire enregistrer leurs valises, leur disent, avant d'aller enregistrer vos bagages, allez à un contrôle approfondi. Voilà. Et c'est ce dispositif qui est un petit peu, de temps en temps, mis en cause. Voilà. Enfin, moi, ce que je voulais tenir à dire, c'était qu'il a réussi à endiguer les Nigérians et les Baltes, mais bon, une bonne nouvelle pour une mauvaise, apparemment, les Nigérians et les Baltes arrivent maintenant en Guadeloupe et en Martinique. Voilà. Donc ça, le problème, c'est que si on n'endigue pas ce trafic, on ne va pas pouvoir mettre en place en Guadeloupe et en Martinique le même dispositif qu'on a mis en place à l'aéroport de Cayenne. Parce que l'aéroport de Cayenne, c'est un vol ou 2 par jour à destination de la métropole. Sur les Antilles, c'est beaucoup plus de trafic. Voilà. Donc on est très attentif à ça. On va essayer de mettre quand même en place des contrôles pour éviter que le trafic ne se déporte complètement de la Guyane sur le trafic par mule, j'entends, hein, de la Guyane sur les Antilles. Hein. Donc, puisque maintenant les Nigérians arrivent aux Antilles, ils se chargent aux Antilles et ils tentent de repartir. Voilà. Donc on a obtenu des résultats, mais on est attentif à ce qui se passe et je pense que le dispositif qu'on a de contrôle 100% est efficace sur la zone. On va essayer de le compléter. Puisque j'en ai discuté avec la directrice nationale de la police aux frontières. Ce qui serait important, c'est d'arriver à empêcher d'embarquer de Paris vers les Antilles maintenant ces Nigérians et ces gens des pays baltes. Alors, ils sont plus ciblables à Paris que sur et puis il y a plus de moyens ici. L'intérêt, si vous voulez, c'est que ça permettrait de couper la source. Hein. Et la raison du refus d'embarquer, ça peut être, vous savez, il y a une notion de viatique. C'est-à-dire que quand les gens se rendent aux Antilles, ils sont obligés de dire où ils vont dormir, et donc si le viatique n'est pas satisfaisant, on peut leur délivrer des... Donc on va essayer de se caler avec la DNPAF pour enrayer le trafic au départ. Concernant les GPO, les places nettes, etc., l'outre-mer a tout ça. On fait déjà des opérations de places nettes. Il y en a une grosse qui a été faite en Guyane la semaine dernière. Il y en a beaucoup qui sont en préparation. Ah non, tout à fait. Et concernant les GPO, je crois que c'est vous qui m'appelez, les groupes de partenariat opérationnel, ils sont en place effectivement aussi dans toutes les DTPN. Et là, on est en train de faire un nouveau GPO à Mayotte, hein, avec notamment l'éducation nationale, la mairie, etc., pour essayer de s'attaquer aux violences à la sortie des établissements scolaires. Voilà. Ça, je pense que ça sera intéressant. On veut essayer à Mayotte de peut-être un petit peu responsabiliser les parents, parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de parents qui ne savent peut-être pas que leur progéniture sur le chemin de l'école jette des pierres et participe à des faits de VU, et que si les parents sont au courant, ça peut peut-être changer, pour certains, la donne. Donc on va essayer de mettre en place ça et de voir, quand on a identifié des jeunes scolarisés qui, sur le chemin de l'école, commettent des bêtises, d'en informer les parents et de les faire venir. Voilà, il y a ces choses-là qui sont mises en place. Sur la notion police-gendarmerie et ce que vous évoquiez concernant les paroles et les actes, concernant moi, c'est vrai qu'il faut qu'on l'étudie et on va déjà le lancer. Hein, moi, ce que je disais, ce qui est important pour le citoyen, c'est que ce soit la patrouille, que ce soit de police ou de gendarmerie, la plus proche qui intervienne. Voilà. Donc s'il faut qu'on trouve des accords avec les gendarmes pour mettre ça en place outre-mer, moi je suis pour le faire et je suis sûr que mon collègue Ségom sera aussi favorable à ce qu'on essaye de mettre en place certains process. Voilà. Pour vous dire que c'est concret, parce que outre-mer, il vous l'a dit en parlant d'équipe France, lui,
c'est vrai qu'il y a une vraie solidarité police-gendarmerie, on est sur le même territoire, on s'aide les uns les autres, hein, même si, comme j'ai dit, pour les EGM, il y a des fois des tensions. Mais pour vous dire que c'est très concret, en Nouvelle-Calédonie, on a mis en place une brigade des transports scolaires, hein, qui est à la DTPN. Donc c'est une brigade de policiers qui assure la sécurité du bus, hein, du début à la fin du parcours. Hein. Le début du parcours, c'est en zone gendarmerie, les jeunes qui partent de chez eux le matin, et ils arrivent à Nouméa en zone police, et tout ça est sécurisé par la police nationale. Voilà. On ne s'arrête pas à la zone, à la rupture de la zone pour changer les policiers par des gendarmes dans le bus, quoi. Voilà, je pense que c'est ce genre de process, et ça c'est du concret qui est mis en place et qui va porter ses fruits et qui va nous faire progresser, quoi. Voilà. Je crois avoir fait le tour, hein, de toutes les petites questions qui m'étaient posées. Merci. Juste avant de conclure, je voudrais rebondir sur le lien entre la police municipale et la police nationale. Il est vrai que la police municipale est vraiment force de renseignement, puisqu'elle est au plus près, elle est au contact avec le concitoyen. Et en Polynésie, donc, il y a les policiers municipaux ont un statut un peu particulier dans certains domaines d'officiers de police judiciaire. Est-ce que vous pensez que dans les territoires ultramarins, on pourrait, à titre expérimental, reproduire un peu le statut qui est en place en Polynésie? Je sais que c'est un statut vraiment lié au statut aux compétences de la Polynésie, mais voir est-ce qu'on pourrait mettre en place à titre expérimental et mieux coordonner la police nationale, les relations entre la police nationale et la police municipale. Alors, concernant la mise en... Pardon, allez-y, madame. C'était juste pour compléter le statut des policiers municipaux de Polynésie, puisqu'il y a une fonction publique communale spécifique à la Polynésie. Ce sont des agents municipaux, mais qui reçoivent leur assermentation donnée par le procureur, de la République. On les appelle les APJA. C'est pas des OPJ, ce sont des APJA. Voilà l'entité des policiers municipaux de Polynésie française. Non, madame la sénatrice, je ne connais pas bien ce statut-là. Je ne peux pas vous répondre en détail. Ce que je peux vous dire, c'est que concernant la coopération avec la police municipale, elle existe, hein, et elle est bien entendu très importante. Très, très importante. Notamment en Polynésie, hein, c'est vrai, j'ai pu le constater moi-même. On va la développer à Mayotte, puisque lors de mon dernier déplacement à Mayotte, j'ai rencontré monsieur le maire et je me suis mis d'accord avec lui pour améliorer justement la sécurité des sorties d'établissements scolaires, hein, et pour permettre, comme je le disais, à la police nationale d'être plus active dans l'interpellation des individus fauteurs de troubles, et encore une fois pour éviter que quand on abandonne la sécurisation du trajet pour aller interpeller les gens, le trajet n'est plus sécurisé. Donc là, on s'est mis d'accord avec la police municipale qui va rester sur la sécurisation du trajet de manière statique, et les dispositifs policiers seront beaucoup plus mobiles pour aller interpeller ceux qui viennent troubler le cheminement des élèves. Voilà, donc ça. Ça se fait aussi dans les bus, quoi, à Mayotte. Voilà, donc il y a une vraie coopération sur certains territoires qui est avérée et ancienne, comme en Polynésie, et il y a des territoires où on va vraiment la mettre en place parce que c'est effectivement une solution. D'autant plus, et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, que les policiers municipaux sont des gens qui connaissent leur population, qui connaissent leur territoire et qui, dans ce cadre-là, peuvent être très utiles. Merci. Donc, avant de clôturer cette audition, nous avons retenu que tous les efforts que la police nationale a déployés sur les territoires ultramarins pour faire face à ce développement de la criminalité, puisque force est de constater
que le taux de criminalité est tout de même beaucoup plus élevé dans les territoires ultramarins, variable de certains territoires à d'autres, mais que toutefois, il ne faut pas non plus considérer que dans d'autres territoires, compte tenu qu'ils sont beaucoup plus calmes, qu'on ne pourrait pas non plus prévenir quelques débordements. Donc les moyens humains, les moyens techniques, la prise en compte des centres d'intérêt matériel et moraux, puisque vous avez annoncé que 50% plus de 50% des effectifs à Mayotte étaient originaires de Mayotte. J'ai cru comprendre lors de notre déplacement à La Réunion qu'à La Réunion aussi, il y avait quand même un effectif supérieur même à La Réunion, assez conséquent de policiers originaires du territoire. Adaptation de l'emploi du RAID. Vous développez tous les dispositifs mis en place avec les 100% de contrôle efficace, les refus d'embarquement qui apportent certaines solutions et pourquoi pas voir ce qui se passe dans les autres territoires, notamment ce que nous a la mesure sur l'interdiction de la vente d'alcool réfrigéré, puisqu'effectivement à La Réunion aussi, beaucoup de violences intrafamiliales sont liées aussi à la consommation d'alcool, mais aussi de produits stupéfiants. Donc, nous vous remercions pour tous ces éclairages. Nous sommes preneurs aussi de votre contribution écrite et nous allons poursuivre en espérant pouvoir améliorer les conditions de votre action dans les territoires ultramarins. Mais concernant la contribution écrite, on vous la fera parvenir avec les questions nouvelles que vous nous avez données aujourd'hui. Comme ça, la réponse sera plus complète. Voilà. Merci à vous. Merci à vous.